bienvenue à mon petit entretien un peu, je dirais pas un peu, très intéressant, je pense, pour vous. Nous avons des invités de marque aujourd'hui. Je vais me présenter pour commencer. Mon nom est Sylvain Lambert, je suis le directeur général du Cégep ici. Alors, je vais d'abord remercier Louise Devac, qui est professeure ici, et Jacques Provost, qui est le grand Manitou de ces Mon Petit Entretien, d'avoir toujours des invités de marque. Mais là, aujourd'hui, on est particulièrement choyés. Je pense que ce dont on va vous parler aussi va vous rejoindre. Je pense que vous êtes une génération très ouverte et intéressée par des nouvelles façons de vivre, de faire dans cette je dirais, époque qui relève son lot de défis au niveau environnemental et autres. Alors, c'est M. Boyer, Stéphane de son prénom, qui sera le principal présentateur aujourd'hui. Maire de Laval, mais aussi auteur d'un livre, Des quartiers sans voiture. Alors, je pense que déjà le thème est hyper intéressant. Et pour animer, rien de moins que notre mairesse, Catherine Fournier, que vous connaissez sans doute. Donc, je vais leur laisser. Et un échange, ce que j'ai compris, il y aura un échange en cours de route avec vous. Soyez pas gênés pour leur poser des questions. Je pense qu'ils ont envie de vous entendre. Et je pense que ça va être extrêmement riche autant pour eux que pour vous. Alors, je vous souhaite une belle rencontre. Merci d'être venu en si grand nombre. C'est extrêmement apprécié. Alors voilà, je laisse la parole à nos invités. Oui, alors merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Alors voilà, on est très heureux d'avoir ce Mon Petit Entretien autour d'un livre qui fait preuve d'audace et de recevoir donc Stéphane Boyer. Catherine Fournier et moi allons être les co-animatrices, en fait. La formule, c'est vraiment un entretien. La formule des Mon Petit Entretien, c'est vraiment un entretien autour d'un livre. Donc, il n'y aura pas de PowerPoint ou de photos. On va discuter à partir de la lecture qu'on a pu faire de ce livre. Nous allons nous entretenir donc tous les trois durant environ 45 minutes. Vous allez voir, ça va passer très rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très stimulantes dans ce livre. Par la suite, il y aura une période de questions. Il y a 2 micros, celui-ci et celui-ci. On va vous demander de vous avancer au micro. Je vais quand même souligner que tout le long, d'abord, l'activité est filmée et d'autre part, il y a des photos et vidéos qui vont être prises lors de l'ensemble de l'activité. Donc, si vous voulez pas être filmé, sachez-le, ces photos-là pourraient être partagées sur les réseaux sociaux du Cégep ou de la mairie de Laval ou de Stéphane Boyer carrément ou de Catherine Fournier. Alors, c'est tout à fait possible parce que c'est un événement qui en vaut vraiment la peine. Il y aura par la suite un tirage, le tirage de 3 exemplaires du livre de Stéphane Boyer. Alors, c'est offert gracieusement par la coop du Cégep Édouard-Montpetit. Également, pendant une certaine période, c'est-à-dire durant 2 semaines, du 15 février au 1er mars, vous pourrez faire l'acquisition, si vous ne l'avez pas gagné, du livre de Stéphane Boyer avec un rabais de 25% à la coop du Cégep Édouard-Montpetit. Alors, c'est la formule qui est toujours adoptée ici. Alors voilà, alors, ça devrait se vendre à Longueuil parce que je pense que ça rejoint pas mal la réalité longueuilloise. Je vais présenter très rapidement les 2 invités, mais vraiment très, très sommairement parce que par la suite, je vais leur demander de présenter un peu surtout leur parcours académique. Comment est-ce qu'ils se sont rendus ici? Ils sont tous les 2 assez jeunes, mais ils ont fait leur marque très, très, très rapidement dans le monde municipal. Donc, Stéphane Boyer, le maire de Laval, et Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Et il y a 2 moments dans leur parcours où ils se sont rejoints en quelque sorte. D'abord, Stéphane Boyer a été conseiller municipal pendant 2 mandats avant de devenir maire de Laval. Mais en 2016, il a gagné le prix de la personnalité de la relève municipale à l'Union des municipalités du Québec. Et cette année-là, en 2016, Catherine Fournier est devenue la plus jeune députée, la plus jeune femme députée à l'Assemblée nationale à l'âge de 24 ans en 2016. Et voilà, c'était une année très, très marquante pour vous 2. Et par la suite, en 2021, tous les 2 sont devenus maires et mairesses de leur municipalité. Ils ont rejoint en novembre 2021 d'autres maires dont on parle beaucoup depuis ce temps. Je pense notamment à Bruno Marchand, maire de Québec, qui a d'ailleurs signé la préface du livre de Stéphane. Je pense également à Évelyne Baudin à Sherbrooke, Julie Bourdon à Granby, et ils venaient rejoindre les rangs de Valérie Plante à Montréal, qui commençait son 2e mandat. Alors, il y a clairement quelque chose de neuf, une révolution municipale qui est arrivée en novembre 2021.
Et ce qui est bien, c'est que les deux grandes banlieues autour de Montréal, Laval et Longueuil, sont dirigées par deux jeunes maires et mairesses visionnaires. Ça, c'est très, très clair et je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Ils ont même été qualifiés de personnalité de l'année dans l'actualité au plan municipal. Alors, je pense que vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Alors, je ne sais pas lequel des deux voudrait commencer. Peut-être Catherine, pour commencer, en expliquant ton parcours académique. Bien sûr. Merci beaucoup, Louise. Merci à l'ensemble de l'équipe du Cégep Édouard-Montpetit qui nous reçoit aujourd'hui, mais surtout à vous, les étudiantes, les étudiants qui se sont déplacés pour nous entendre. Très heureuse d'être là en territoire longueuillois et d'accueillir mon homologue Stéphane, qui est maire de Laval. Stéphane et moi, on travaille ensemble sur plusieurs dossiers. Vous l'avez peut-être vu effectivement dans l'actualité ces derniers mois, notamment sur les questions de l'habitation. Mais pour ma part, si je me rapporte à mon parcours académique, bon, il me semble que ça fait pas si longtemps que ça que je suis passée par le cégep quand même. En tout cas, on dirait que c'était un peu comme hier. Moi, j'ai étudié en sciences humaines, en profil questions internationales. Donc, je pense qu'on peut dire profil société, disons. Moi, c'est un programme que j'ai suivi au cégep du Vieux-Montréal. Puis, après ma première session de cégep, j'ai décidé d'aller faire un semestre à l'étranger aux États-Unis. En fait, je suis allée vivre au Texas pendant 6 mois. Et à ce moment-là, puisque j'avais seulement 17 ans, j'ai fréquenté une école secondaire publique là-bas dans la région de Dallas. Par la suite, je suis revenue au Québec terminer mes études collégiales et j'ai par la suite fait un baccalauréat à l'Université de Montréal en économie et politique, donc le baccalauréat bidisciplinaire. Mais finalement, au fil de mon parcours, j'ai choisi de me concentrer davantage sur les sciences économiques. Donc, j'ai fini par faire en fait un bac par cumul, parce que sachez que c'est une possibilité aussi. Donc, moi, j'ai fait une majeure en sciences économiques et une mineure en sciences politiques. Voilà. Parfait. Parfait, c'est à mon tour. Oui, on va en profiter pendant qu'on veut parler fort dans la bibliothèque. C'est rare. Moi, pour ma part, j'ai changé souvent d'idée sur quoi faire à l'école puis quoi faire de ma vie. Je pense que j'ai eu surtout 3 grands changements. La première fois, c'était au secondaire. Je suis encore en train de me questionner qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Puis j'ai vu un dépliant, un poster sur le mur de la cafétéria qui invitait les gens à appliquer pour un programme d'échange étudiant pour faire une année de secondaire à l'étranger. Puis sincèrement, ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Mais quand j'ai vu ce dépliant-là, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé voir en ligne les destinations qu'ils offraient puis comment ça fonctionnait. Et j'ai appliqué. Donc, j'ai fait mon secondaire 4 en Nouvelle-Zélande. À l'époque, le film du Seigneur des Anneaux, je sais pas si vous connaissez, c'était bien à la mode, ça venait de sortir. C'est là que le film avait été tourné. Puis ça m'a donné vraiment la piqûre du voyage. Et en revenant, j'avais envie d'étudier en tourisme. Donc, ça m'a ouvert sur le monde, d'apprendre une autre langue, de voir d'autres pays. Je me suis dit, je veux travailler en tourisme. Quand j'ai terminé mon secondaire, il y a eu une autre opportunité qui a passé. Il y avait le gouvernement du Canada qui avait un programme qui permettait de faire 6 mois de bénévolat dans un autre pays. Donc, j'ai saisi l'opportunité et je suis parti en Afrique du Sud où j'ai travaillé pour les ambulances. Et en Afrique du Sud, c'est un pays qui, pendant 100 ans, avait des lois racistes où est-ce que même les villes sont séparées, les quartiers sont séparés entre les métis, les noirs, les blancs. Il y a eu beaucoup de ségrégation, des bidonvilles, beaucoup de pauvreté, beaucoup de violence. J'ai souvent été attaqué, pensé mourir. Puis tout ça, c'est venu mettre une couche supplémentaire sur mon ouverture sur le monde pour me dire, OK, non, ce que je veux, c'est pas travailler en tourisme, c'est peut-être travailler en développement international, apporter une solution aux enjeux de développement. Essayer de trouver des solutions pour avoir des sociétés où l'éducation, ou la santé, ou la pauvreté vont mieux, qu'on puisse apporter des solutions à tout ça. Et par la suite, plus tard, donc j'ai fait toutes mes études en me disant que j'allais travailler pour des ONG. Ce que j'ai fait, je suis allé au Mexique où j'ai travaillé pour l'ONU dans le département contre les drogues et les crimes qui suivait les narcotrafiquants. Puis j'étais à l'université le soir. Et là-bas, je me suis dit, attends une minute, c'est pas aux Canadiens de dire aux Mexicains ou aux Sud-Africains comment changer leur pays. C'est aux gens de la place d'avoir avec leur propre vision, leur propre expérience de changer leur pays. Et je me suis rendu compte qu'on peut bien donner 1 milliard en aide internationale pour essayer de régler un enjeu, tant son temps que le gouvernement en place prend pas des bonnes politiques, des bonnes décisions, puis tant son temps qu'il y a de la corruption, les choses changent pas. Donc, je suis revenu en me disant, je vais commencer à m'intéresser à ce qui se passe chez moi. Je vais commencer à m'intéresser à ce qui se passe en politique.
Et donc, je suis allé au conseil de ville pour la première fois de ma vie. Je n'étais jamais allé à l'hôtel de ville assister à un conseil municipal. C'est une fois par mois. Vous pouvez tous y aller, c'est public. Et à l'époque, il y avait un citoyen qui était venu poser une question, qui demandait au maire Givancourt, qu'est-ce que vous faites pour la pauvreté et les logements sociaux? Et le maire s'était levé, il a dit, continuez votre question, je vais aller aux toilettes, puis il a sorti de l'Assemblée. C'est une façon de dire, pendant que tu me parles de pauvreté, moi, je vais aller chier. Excusez mon langage. J'espère qu'on va me réinviter. Fait que moi, je trouvais ça choquant, je trouvais pas ça acceptable. Donc, à partir de là, j'ai commencé à aller au conseil de ville, à m'impliquer, à suivre la politique chez moi. Et vous avez sûrement entendu parler, là, en 2012-2013, à Laval, il y a eu des gros scandales de corruption. Donc, le maire en place, tous les élus en place ont démissionné. Et j'ai tenté ma chance à ce moment-là et je suis devenu conseiller municipal. Et ce qui fait que 8-9 ans plus tard, après ça, il y a eu une autre opportunité où le maire en place quittait et j'ai tenté ma chance à la mairie et me voici aujourd'hui. Voilà. Oui, aujourd'hui, et avec beaucoup d'audace, parce qu'effectivement, 1 an plus tard, Stéphane Boyer, donc, je vais me permettre, parce qu'on s'est déjà rencontrés, je vais me permettre de tutoyer Stéphane. Et puis, je vais vous dire aussi d'emblée que je connais bien Catherine, parce qu'en plus d'être professeure ici, je suis conseillère politique au cabinet de Catherine. J'ai voulu joindre cette équipe très, très dynamique. En passant, on a des membres de cette équipe qui sont là, dont le maire suppléant Jonathan Tabarra, qui est avec nous, et 2 autres collègues, Virginie et Camille. Alors voilà, donc Stéphane, assez rapidement, tu as sorti ton 2e livre, parce que le premier était justement sur l'Afrique du Sud, donc des quartiers, alors je l'ai lu, là, comme vous voyez, des quartiers sans voiture, de l'audace à la réalité. Alors c'est intéressant parce que quand on devient maire, on a la possibilité de changer les choses, et c'est impressionnant pour une ville comme Laval que son maire écrive un livre sur la voiture pour imaginer des quartiers sans voiture. En tout cas, ça a surpris beaucoup de gens. Ouais. D'où vient cette idée qui était quand même encore plus révolutionnaire à Laval qu'ailleurs, je dirais? Ouais, je vous dirais, là, déjà 3-4 ans, quand la Ville de Laval, on est en train de réviser notre règlement d'urbanisme. Donc, c'est un règlement qui définit qu'est-ce qu'on peut construire, où puis comment qu'on le construit. Et puis en parallèle, il y a plein d'enjeux. Là, on parle toujours des enjeux de l'environnement. On parle, les villes, on a beaucoup d'enjeux au niveau financier parce que ça coûte de plus en plus cher construire des infrastructures, de plus en plus cher les entretenir. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les villes de développer le réseau de transport commun ou construire des bibliothèques ou aménager des parcs. Donc, j'avais cette préoccupation-là et aussi l'enjeu social. Avant, souvent, on vivait plus à l'échelle d'un quartier ou d'une petite ville, d'un petit village. Puis, peu importe on était qui, on se connaissait puis on se reconnaissait dans la rue. On avait un rôle à jouer, on avait une place, on avait un sentiment d'appartenance. Puis aujourd'hui, on habite des grandes villes où on sait en temps réel tout ce qui se passe partout sur la Terre, mais où on ne sait pas c'est qui notre voisin, puis où on passe un petit peu inaperçu. Puis, avant, l'Église jouait un rôle important dans la communauté, qu'on soit croyant ou pas. C'était un lieu de rencontre du quartier. Où les gens apprenaient à se connaître, puis tout ça disparaît de plus en plus. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a une façon différente qu'on pourrait développer la ville? Pas juste mettre à jour notre règlement d'urbanisme, mais est-ce qu'il y a une façon vraiment nouvelle qu'on pourrait développer la ville puis qui répondrait à ces enjeux-là? Et la première question que je me suis posée, c'est et si on vu que ça coûte de plus en plus cher les infrastructures, et si on diminuait les infrastructures? Parce que là, aujourd'hui, on essaie de connecter tous les bâtiments par une route, tous les bâtiments de un à l'autre. Je me suis dit, dans le fond, peut-être ce qui est important, c'est peut-être juste de connecter les quartiers entre eux puis qu'on peut marcher les derniers mètres. Donc là, ça répondait à l'enjeu financier. Mais à partir de là, bien évidemment, moins de routes, moins d'asphalte, moins de voitures, moins de gaz à effet de serre. Puis si on a des quartiers où les gens marchent un peu plus, peut-être plus d'opportunités de rencontrer ses voisins, d'apprendre à se connaître. Mais cette idée-là, j'ai remis dans ma tête, j'ai réfléchi, j'étais allé voir en ligne pour me rendre compte au final, pendant presque toute l'histoire de l'humanité, c'est des quartiers sans voiture qui se développaient. Ça fait juste 70 ans qu'on en fait. Des quartiers qui sont juste axés sur la voiture. Mais c'était en soi, c'était révolutionnaire. Puis les gens ont une grande réticence au changement.
Je pouvais pas juste émettre cette idée-là sur le coin d'une table puis penser que mes collègues allaient dire « Ben oui, c'est une bonne idée puis on va l'adopter ». Pour réaliser quelque chose en société, tu as une société au complet à convaincre, tu as des collègues élus, tu as des fonctionnaires, tu as des citoyens, tu as des journalistes. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine que je creuse l'idée, que je l'approfondisse, que je la développe pour pouvoir en parler de manière plus sérieuse avec les gens pour que ça ait une chance de se réaliser. Comment ça a été reçu par les Lavallois? Parce qu'il y a sans doute eu des commentaires assez rapidement. Oui, ben je vous dirais, ça a été reçu positivement. Je crois que le plus gros risque, c'est que les gens se disent, bon, le maire Boyer veut bannir les voitures, parce que quand 90% des gens se déplacent en voiture, puis moi, le premier, j'ai ma voiture, puis je la prends presque à tous les jours, ça pourrait être vu comme une attaque à son quotidien. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est le but, c'est pas de bannir les voitures ou d'attaquer les gens qui prennent la voiture. L'idée, c'est de dire, si on est pour construire des nouveaux quartiers, puis il y a des nouveaux quartiers à construire dans plusieurs villes au Québec, est-ce qu'on peut le faire différemment, ce quartier-là? Puis si ça t'intéresse pas de vivre là, il n'y a personne qui va te forcer à y aller. Mais si ça t'intéresse, tu vas pouvoir y aller. Puis j'espère que les gens vont pouvoir le vivre, l'expérimenter, puis si ça leur plaît, que ça fasse des petits, puis que cette idée-là se reproduise à plusieurs échelons dans la ville. Mais c'est sûr que je pense que parce que le titre est un peu choc, les gens vont penser, sans l'avoir lu nécessairement, que ce que tu proposes, c'est juste de bannir la voiture, effectivement. Mais je pense que la qualité du livre que tu as rédigé, c'est vraiment de pas entrer en confrontation, en fait, avec les utilisateurs de la voiture, puis plus y aller d'une perspective de choix, comme tu viens de bien l'expliquer. Le problème dans une ville actuellement comme Laval ou comme Longueuil, c'est que nos villes ont été bâties de telle sorte que les citoyennes et citoyens, on n'a pas vraiment le choix, parfois, de prendre la voiture, surtout quand il y a des contraintes, qu'on vient, par exemple, ajouter des enfants à une famille où là, on doit aller les reconduire, par exemple, à la garderie, puis que la garderie est pas nécessairement desservie par un trajet de transport en commun. C'est souvent là que les gens vont être confrontés, en fait, à l'obligation de se doter, par exemple, d'une voiture, ne serait-ce que pour faciliter la logistique dans un contexte familial. Donc, le but, c'est de se dire, puis je pense que tu le démontres très bien avec le livre, comment est-ce qu'on organise nos quartiers pour que les gens puissent avoir ce choix-là. Donc oui, peut-être avoir une voiture, notamment évidemment pour les déplacements parfois de plus longue distance, quoiqu'il y ait quand même des options comme le covoiturage, l'autopartage et les services en fait de voitures en location temporaire ou encore le transport en commun interurbain. Mais de pouvoir, à l'échelle d'un quartier, dans ces petits déplacements, comme la garderie, comme l'épicerie, comme aller justement au parc de quartier, mais que tout ça puisse se faire à pied ou en transport actif. Puis alors là, tu donnes réellement le choix aux citoyens de choisir son mode de transport. Absolument. Puis c'est important d'avoir ça, des alternatives, des options différentes. Sinon, on reste dans les mêmes ornières. Puis on peut pas faire les choses différemment en reproduisant la même formule. Donc, si on se dit que l'état actuel n'est pas acceptable, si on se dit qu'il y a des choses à changer, il faut oser faire différemment. Puis ça passe par être capable de dépasser le statu quo puis d'accepter le changement qui est souvent un gros frein dans nos sociétés. Et c'est intéressant la façon dont le livre est construit. Il y a des considérations qui relèvent des 3 piliers du développement durable. Donc, la question économique, qui est très bien développée d'ailleurs, où il y a des pistes intéressantes, la question sociale et humaine, et d'autre part, la question environnementale qui est comme la plus évidente. Là, ça, on se trompe pas, on sait que ce serait bon pour l'environnement. Mais le premier chapitre là, du développement, ce sont des considérations urbanistiques, parce que c'est d'abord et avant tout une question d'aménagement. On parle de mobilité, on parle de transport, mais il faut commencer par transformer nos quartiers. Ouais. Et j'aimerais ça que soit exposé comment ça peut, à quoi ça peut ressembler un quartier sans voiture, tel qu'exposé dans le livre, un quartier sans voiture et le lien avec les autres quartiers sans voiture, et comment est-ce que les gens vont pouvoir se passer de voiture pour l'essentiel de leur déplacement. Ouais. Premièrement, tu sais, c'est quoi l'aménagement urbain? Moi, je pense que j'aurais entendu ce mot-là au cégep, puis ça aurait été un peu flou pour moi, qu'est-ce que ça veut dire. L'aménagement urbain, c'est la façon qu'on développe nos villes. Si vous allez en voyage, puis vous allez dans un quartier, assez vite, d'habitude, on aime ou on n'aime pas. T'sais, on va dire, hey, ça, j'adore ça, je vivrais ici, ou à l'inverse, vous allez être dans un quartier industriel en banlieue de Chicago, puis vous allez vous dire, j'ai vraiment pas envie d'être ici en ce moment. Donc, la façon qu'on développe les villes, donc la grosseur des bâtiments, la distance par rapport aux rues, la hauteur, le niveau de détail, fait en sorte qu'on se sent différemment.
Par exemple, une petite place publique, souvent on aime ça parce qu'on croise d'autres humains, c'est vivant, c'est animé, on sent qu'il y a comme une effervescence. Puis à l'inverse, la place publique, elle est vraiment très grande, puis que la personne, elle est 200 mètres plus loin, puis tu la vois même pas. Souvent, ça va devenir froid, stérile, impersonnel, puis ça sera pas si agréable que ça être là. Donc, les villes, c'est nous qui maîtrisons qu'est-ce qui peut se développer sur chacun des terrains. C'est nous qui décidons des hauteurs, des grosseurs des bâtiments, du nombre de cases de stationnement qui est exigé. Donc, on a un gros pouvoir pour déterminer comment on développe nos quartiers. Puis nos quartiers, c'est des milieux de vie. Ces milieux de vie, dépendamment des critères qu'on choisit, on va se sentir bien ou on va se sentir mal, on va se sentir en sécurité ou pas. Donc, l'idée dans le livre, ce que j'explore, c'est qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, selon moi, pour qu'un quartier sans voiture puisse exister. Puis de manière très pragmatique, comment est-ce qu'on peut faire un quartier sans voiture tout en ayant une bonne qualité de vie? L'idée, c'est de faire des petits quartiers qui sont compacts, où on peut faire tous nos déplacements locaux en dedans de 5 à 10 minutes maximum. Puis que si tu as besoin de sortir du quartier pour aller travailler, pour aller visiter quelqu'un, pour faire autre chose, là, tu prends ta voiture, là, tu prends le transport en commun. Mais si on élimine tous les garages, tous les driveways, toutes les rues occupent de 15 à 25% de tout l'espace d'un quartier. À partir du moment où tu élimines les rues, les bâtiments peuvent être un peu plus proches. À partir du moment où les bâtiments sont un peu plus proches, les distances sont un peu plus courtes. Et si on fait un quartier qui est relativement dense, qui a du 3-4 étages, on a assez de personnes pour avoir sur place une garderie, une école, une boulangerie, une épicerie. Donc, à partir du moment où tu peux aller à l'école, à la garderie, à la clinique, à la pharmacie, à l'épicerie en dedans de 5 minutes à pied en moyenne, tu n'as plus vraiment besoin de prendre ta voiture. Tu peux le faire facilement à pied. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire des quartiers qui sont plus petits, plus compacts, où les choses sont un peu plus rapprochées. Mais ça nous permet de pouvoir se déplacer à pied pour les besoins quotidiens. Mais ça n'empêche pas que quand tu as besoin d'aller ailleurs, quand tu as besoin de sortir du quartier, ben là, tu as quand même besoin de te déplacer avec une voiture ou avec un transport en commun. Puis la façon de résoudre cet enjeu-là, ben, tu peux avoir, par exemple, un stationnement public à l'entrée du quartier ou souterrain. En Europe, des fois, je l'avais vu en Espagne, des vieilles villes médiévales qui ont été développées bien avant l'arrivée de la voiture, où c'est des petites rues piétonnes, c'est absolument charmant, c'est super agréable. Il y a plein de touristes qui vont là pour prendre des photos parce que justement, on se sent vraiment bien, c'est vraiment une belle ambiance. Puis en dessous de la place publique, tu as un gros stationnement souterrain. Fait que tu te stationnes là, tu prends les marches, tu montes, puis après ça, dans le quartier, tu marches. Oui, ben justement, Stéphane, tu parles des villes médiévales qui ont été construites avant l'arrivée de la voiture. Puis je pense que c'est un peu le réflexe qu'on peut avoir en se disant, là, c'est bien. Par exemple, ils ont fait des quartiers maintenant qui sont piétons. Justement, on retire la place de la voiture dans ces villes, dans ces quartiers qui étaient déjà conçus sans voiture. Le grand défi, quand on pense à des quartiers sans voiture, c'est de les installer à même des villes, encore une fois, comme Longueuil, comme Laval, qui sont largement déjà urbanisées. La ville de Longueuil est à toute fin pratique, sauf quelques milieux naturels qu'on souhaite d'ailleurs préserver, donc on ne veut pas développer. Elle est déjà bâtie. Il y a déjà des maisons, il y a déjà des rues. Donc, comment tu vois, selon la vision que tu as développée, parce que tu fais référence à certains autres exemples peut-être qui pourraient se rapprocher un peu plus de notre réalité, parce que oui, on a peut-être certains secteurs là, qu'on pourrait développer des quartiers parce que c'est des anciens quartiers qu'on veut complètement redévelopper, mais la plupart, si on veut implanter cette idée-là à plus large échelle, va falloir, disons que la gymnastique n'est pas pareille qu'un vieux quartier européen quand on parle d'une banlieue développée à la nord-américaine. Peut-être tu peux expliquer un peu aux étudiants. Oui, puis si vous lisez mon livre, des fois, vous trouvez qu'il y a des petits passages un peu techniques, c'est parce que j'ai voulu être pragmatique puis dire comment est-ce qu'on pourrait le faire concrètement. Dans le Grand Montréal, on s'attend à ce qu'il y ait 300 000 personnes de plus qui s'ajoutent d'ici 2030. Donc, on doit construire de l'habitation, puis il y a des nouveaux quartiers qui vont se créer à certains endroits. Chaque ville, là, il y a des villes qui n'ont plus d'espace pour du nouveau développement, il y en a d'autres qui en ont. Par exemple, nous, à Laval, il reste des espaces où il y a des nouveaux quartiers qui sont prévus. Plutôt que de les développer de la manière traditionnelle avec des maisons unifamiliales, avec un garage, moi, j'aimerais qu'on puisse les développer justement sur une base de quartiers sans voiture. Puis sinon, l'autre grande opportunité, c'est le redéveloppement. Par exemple, on a beaucoup de grands centres d'achat à Laval. J'imagine qu'à Longueuil, vous en avez peut-être quelques-uns. Ou... À la place Longueuil, complexe Cousineau. Oui, le complexe Cousineau. Donc, à Laval, on a beaucoup de grands centres d'achat. Dans le centre de l'île, là, on a
il y a à peu près 5 centres d'achat qui, à eux 5, ont 60 000 espaces de stationnement. Là. Tu regardes ça, vue des airs, c'est une marée à perte de vue d'asphalte. Mais ces centres d'achat-là regardent pour se redévelopper aujourd'hui. Ils constatent qu'ils ont des très grands terrains qui vaut très cher. Il y a beaucoup, on voit les prix de l'habitation qui montent. Les gens ont besoin de se loger, il faut construire du logement. Donc, la plupart regardent aujourd'hui pour dire « Hey, je pourrais faire mon stationnement en souterrain puis construire de l'habitation par-dessus. » Donc, ils vont redévelopper leur terrain. Puis là, je pense qu'il y a des opportunités de faire différemment. Puis plutôt que de redévelopper leur terrain en construisant des nouvelles rues, on pourrait décider que ce ne sera pas des rues, ça va être des allées piétonnes plus étroites. Puis sur le site, les déplacements pourraient se faire à pied. Oui, effectivement, les rues à l'intérieur des quartiers sans voiture sont remplacées par des allées piétonnes. Donc ça, c'est intéressant là, parce que l'accent est mis sur les déplacements à pied. Et j'aimerais revenir sur la question du stationnement. Alors, on a parlé de stationnement souterrain, mais il y a aussi l'idée de la mutualisation du stationnement et des édifices. Un édifice à l'entrée du quartier qui est consacré à du stationnement, comme par exemple à Vauban, dans le quartier Vauban à Freiburg. Est-ce que ce serait possible de développer ce principe-là qui est pas très connu ici, malheureusement, et qui est assez intéressant? Tu voulais rajouter quelque chose avant que je réponde, Catherine? Ah non, mais en fait, j'allais faire du pouce sur ce que Louise me dit souvent, c'est qu'on a énormément d'espaces de stationnement, en fait, qui sont inutilisés, qui sont au final vacants. Donc, comment est-ce que sans enlever tout le stationnement, on peut rentabiliser, si on veut, le stationnement pour que ce soit de l'espace qui soit pas perdu? Parce que comme l'a bien exposé également Stéphane, c'est assez incroyable les surfaces dans nos villes qui sont asphaltées, qui sont pas nécessairement utilisées à leur plein potentiel d'espace, alors qu'on recherche de l'espace pour développer, que ce soit, on parle beaucoup de logement, on a des besoins qui sont énormes, mais il y a également, on se fait tellement interpeller, nous, comme élus, souvent pour avoir des commerces de proximité dans les quartiers, mais tout ça vient un peu ensemble. Plus qu'il va y avoir de gens, plus qu'il va y avoir d'habitations, plus qu'il va y avoir de commerces de quartier, parce que y a personne qui veut ouvrir une boulangerie en plein milieu d'un quartier où, en fait, les gens vont pas vraiment passer devant parce qu'il y a très peu de personnes qui habitent sur un espace donné. Donc, les gens vont avoir tendance à ouvrir des commerces lorsqu'il y a de la clientèle, lorsqu'il y a des gens. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important de penser l'espace pour le rentabiliser au maximum. Quand je parle de rentabiliser, c'est pas nécessairement d'un point de vue économique, c'est d'un point de vue également social, environnemental, tous les aspects du développement comme durable dont parlait Louise. Absolument. Puis une façon de rentabiliser l'espace, c'est ça. C'est là, on part tous de notre maison, de notre lieu de travail, puis on a des grandes distances à parcourir, donc on prend notre voiture. Mais si on a un quartier qui est plus compact et que, par exemple, on marche quelques minutes pour se rendre à la limite du quartier où il y a un stationnement partagé, un stationnement étagé ou souterrain, peu importe. Mais là, si tout le monde du quartier a le même point de départ le matin ou le même point d'arrivée le soir, ça devient beaucoup plus facile d'avoir des services comme Communauto, des services de voitures partagées. Et ça nous permettrait, en fait, de pouvoir déplacer un même nombre de gens avec moins de voitures, moins de cases de stationnement. Donc, les voitures vont juste être utilisées plus souvent. De nos jours, une voiture, c'est stationner 95% du temps. 95% de la vie d'une voiture, elle le passe à dormir. Immobile, à dormir, à attendre son propriétaire. Mais si tout le monde du quartier, au final, se stationne dans le même endroit, c'est beaucoup plus facile d'avoir une flotte de voitures que tout le monde se partage parce que tu sais qu'il y en aura toujours une de disponible. Puis là, ça fait qu'on a besoin de moins de voitures puis ces voitures-là sont utilisées plus souvent. Donc, sont mieux rentabilisées. Puis ça fait aussi que ça coûte moins cher. Hein? Avoir une voiture, on s'en rend pas compte, là, mais une fois que tu as acheté la voiture, que tu as payé tes assurances, tu as payé ton essence, tu as payé tes réparations, tes pneus d'hiver, c'est entre 5 à 10 000 $ par année que ça coûte. Donc, si on est capable de se partager, Catherine et moi, une voiture pour tous nos besoins quotidiens, ben on vient de diminuer cette facture-là de moitié. C'est que pour chaque personne, c'est quelques milliers de dollars d'économisés par année. Ces milliers de dollars-là, ben, tu peux le mettre à faire autre chose, à aller au restaurant, à sortir, à partir en voyage, à avoir une qualité de vie. Oui, exact. Oui, exactement. Parce que on parle beaucoup d'automobile, puis une auto, c'est censé être mobile, puis la plupart des autos sont immobiles en réalité. Et effectivement, on leur a laissé une place immense dans nos villes et c'est du gaspillage, effectivement. Et c'est intéressant parce qu'il est question des coûts collectifs et des coûts individuels. Ça vient d'être abordé, les coûts individuels pour une personne qui possède une automobile, mais collectivement,
ça coûte très cher. Il y a une démonstration qui est faite dans le livre des coûts pour une municipalité. J'aimerais qu'il en soit question. Les coûts en infrastructure, ce qu'une municipalité paye parce qu'elle construit tant d'espace pour le stationnement et pour la circulation, pour les rues, partout. Puis peut-être, avant de répondre à la question sur les coûts, tu sais, on parle beaucoup de la voiture, puis tu sais, pour moi, l'important, c'est pas d'avoir une voiture. L'important, c'est la liberté qu'une voiture nous offre. C'est ce qu'on aime dans notre voiture, ben oui, on peut aimer notre char parce qu'on le trouve beau, mais ce qu'on aime surtout, c'est de pouvoir se déplacer comme on veut, quand on veut. Fait que je pense que la clé du succès pour imaginer des villes différemment, c'est comment est-ce qu'on peut faire des villes différemment tout en préservant cette liberté-là de se déplacer comme on veut, quand on veut. Je pense que quand on trouve la solution à ça, ça l'ouvre la porte justement à avoir moins de voitures dans nos villes. Pour ce qui est de la question des coûts, pour vous donner une petite idée à quel point que les choses coûtent plus cher, le pont Champlain a été construit à l'époque là, pour un coût de 35 millions de dollars. Le premier. Et là, il a été reconstruit. Le chantier a commencé en 2015, je crois, a été reconstruit pour 4,7 milliards. Donc là, on peut se dire, c'est normal, il y a l'inflation. Tu sais, l'argent d'autrefois valait moins cher qu'aujourd'hui. Mais si on prend compte de l'inflation, puis qu'on ajuste les coûts de construction initiaux du premier pont au dollar de 2015, ça nous aurait coûté 200 millions. Donc, à quelque part, ça nous coûte plus que 10 fois plus cher construire aujourd'hui quelque chose que ça n'en coûtait dans les années 50, même en considérant l'inflation. Fait que comment, comme société, comment, comme citoyen, on paye des taxes, on paye des impôts, on paye la TPS, la TVQ, ça va financer nos infrastructures. Mais si chaque dollar va 10 fois moins loin, ça veut aussi dire que nous, notre génération, on va avoir moins de services plus tard. On va avoir des services de santé de moins bonne qualité. On va avoir des écoles de moins bonne qualité. On va avoir moins de routes. On va avoir moins de choses parce que notre dollar va moins loin. Donc ça, c'est un gros enjeu pour les villes. On parle beaucoup du transport en commun. Hein. Vous avez peut-être constaté que certains tarifs ont augmenté. C'est parce qu'il y a un déficit du transport en commun dans le Grand Montréal en 2023 d'un demi-milliard. C'est un demi-milliard par année là, qu'on cherche l'argent. Parce que ça coûte plus cher à entretenir les choses, parce que ça coûte plus cher à construire les choses. Fait qu'il faut être innovant, puis il faut trouver des solutions si on veut pouvoir garder la même qualité de vie. Effectivement. Et il est question un peu plus loin dans le livre, à un moment donné, des écoquartiers, de la différence entre quartier sans voiture et écoquartier. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que la définition qu'on a des écoquartiers, puis l'exemple est donné d'Urbanova à Terrebonne, ce sont beaucoup d'innovations technologiques, mais c'est pas exactement. Alors que les quartiers sans voiture, c'est pas nécessairement des innovations technologiques, c'est revoir l'aménagement. Mais en réalité, les quartiers sans voiture, c'est eux les vrais écoquartiers. Exact. Là, je pense qu'il faut faire toujours attention. Il y a un peu du marketing des fois qui est lié à la promotion des aspects environnementaux de certains développements. Je ne vais pas le nommer, mais il y a un quartier à Longueuil qui est qualifié d'écoquartier. En fait, à peu près la seule exigence, c'est qu'il y ait moins de consommation énergétique dans les bâtiments. Mais à part ça, il n'y a pas de logique nécessairement environnementale derrière le quartier. Donc, Stéphane, tu peux nous dire ce qui est un réel éco-quartier? Oui, en effet, parce qu'on parle souvent d'éco-bâtiment ou d'éco-quartier. Puis, dans certains cas, c'est vrai, le bâtiment va moins consommer. Mais des fois, c'est du greenwashing. Des fois, ça ne l'est pas. Des fois, tu as des vrais avantages environnementaux, mais qui règlent pas les autres enjeux, comme les enjeux sociaux ou qui adressent pas les enjeux des coûts. Fait que tu peux avoir un bâtiment qui est plus vert, mais qui coûte 2 fois plus cher. Donc, pour la famille qui n'a pas l'argent de s'acheter cette maison-là autonome avec toutes les technologies vertes, pour elle, c'est pas une solution. Donc, je pense que les projets qui vont être les plus porteurs dans l'avenir, c'est des projets qui réduisent l'empreinte environnementale des bâtiments, mais pas de manière à ce que ça devienne des habitations de luxe avec plein de technologies, de manière à ce que ça reste quand même accessible pour le commun des mortels. Je pense que c'est là dans l'idée du quartier sans voiture où est-ce que on a une solution environnementale, mais juste dans la manière, le fait de concevoir le quartier différemment, on réduit notre empreinte carbone, mais on est aussi capable de construire des logements un peu moins chers. Un bout de rue aujourd'hui, là, ça coûte des millions à construire. Puis je vais donner un exemple à Laval, parce qu'à Laval, ils se construisent encore des nouvelles rues. Puis c'est simple, c'est le promoteur immobilier qui construit la rue à ses frais. Puis après ça, il doit la donner gratuitement à la ville.
Mais si ça lui coûte 1 million construire la rue où il construit 40 maisons unifamiliales, ben la facture du 1 million de dollars, il a divise par 40 puis il met dans le coût de la maison. Et quand la personne achète sa maison, là, il y a peut-être un 50 000 $ du prix de la maison qui va juste à payer la rue devant chez lui. Si on fait un quartier qui n'a plus de rue, ben c'est une maison qui est 50 000 $ moins chère. Donc, je pense que c'est ça l'idée de dire, ben est-ce qu'on peut pas juste mettre des technologies vertes, mais concevoir différemment comment on construit les villes pour adresser, oui, l'enjeu environnemental, mais aussi les enjeux économiques et les enjeux sociaux. Et puis, effectivement, en contexte de crise du logement, puis vous avez tenu ensemble un sommet de l'habitation qu'on a tenu à Laval, qu'on a co-organisé ensemble. C'est drôlement important de voir à la réduction des coûts et plutôt qu'à l'addition de coûts associés à des techniques high-tech. Effectivement, puis on parle beaucoup, vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité aussi, des difficultés pour les villes, même d'offrir les services aux citoyennes, aux citoyens dans un contexte où les villes sont exclusivement ou presque financées par la taxe foncière. Ça, c'est la taxe sur la valeur, en fait, des habitations. Puis, quand on parle de quartiers sans voiture, Stéphane le fait une bonne démonstration également dans son livre. Puis, on a parlé tantôt, de toutes les économies qu'on peut avoir aussi au plan des infrastructures. Puis si on économise, ben on est capable aussi de réinvestir dans les services. Je vous donne l'exemple, à Longueuil, on déneige, je pense, 1000 kilomètres de rues par année, puis ça coûte 25 millions de dollars. Donc, si, justement, on avait des quartiers où il y avait des allées, que c'était pas des grosses rues qu'il fallait déneiger pour laisser passer les voitures, ben, on économiserait certainement plusieurs millions de dollars. Puis cet argent-là, ben, on pourrait choisir de le réinvestir pour avoir plus d'activités liées aux loisirs, au sport, à la culture. Donc, on pourrait investir dans la qualité de vie des citoyens au lieu d'investir plus largement dans la voirie. On l'appelle comme ça, là. Ça, c'est le déneigement, l'entretien des routes, les nids de poules, qui, en fait, est souvent la plus grosse portion du budget des villes. Donc, si on économisait là-dessus, on pourrait investir ailleurs. C'est toujours une question de choix. Absolument. Dans un chapitre qui est sur les considérations sociales et humaines, il y a un truc que j'ai appris, puis je trouvais assez intéressant, l'étude du professeur Appleyard sur le nombre d'amis qu'on peut avoir. Ça, je l'avais jamais lu, je dois dire, alors que j'ai lu bien des choses, mais ça, c'est une nouveauté. Sur le nombre d'amis qu'on a en fonction de la largeur de la rue, en quelque sorte. Et dans le livre, il y a une phrase qui m'a vraiment frappée. Sans trop s'en rendre compte, la voiture agit en quelque sorte comme un anesthésiant social. C'est-à-dire que la démonstration est faite que si la route est plus large, si la rue est plus large, les gens ont moins d'amis parce qu'ils ont moins de contact avec leurs voisins. Ouais. Alors, c'est quoi les impacts sociaux de l'aménagement urbain qu'on peut soupçonner, mais qui est documenté ici et chiffré? Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur le long d'une autoroute ou d'un grand boulevard. C'est vraiment bruyant, c'est vraiment désagréable, puis il n'y a pas personne qui a envie d'être là. Puis c'est ça, cette étude-là qui a été faite aux États-Unis sur 2 rues très similaires à San Francisco. Le même genre de maison, même quartier, tout. La seule différence, c'est que sur une rue, il y a beaucoup de trafic, sur l'autre rue, il n'y en a presque pas. Puis le chercheur a interviewé les résidents de la rue. Il s'est rendu compte que la rue sur laquelle il y a beaucoup de trafic, quand tu demandes aux gens c'est quoi ton milieu de vie, il dit c'est mon appartement. Ça finit là. Une fois que tu sors de ton appartement, tu n'es plus dans ton milieu de vie. À l'inverse, la rue où il y a beaucoup moins de trafic, donc qui est plus silencieuse, où c'est plus agréable de marcher, où tu peux être dans la rue sans te faire frapper, puis que tu demandes à ces gens-là c'est quoi ton milieu de vie, ben là, il y en a beaucoup qui disaient mon milieu de vie, c'est mon bâtiment, donc ça incluait leurs voisins, ou mon milieu de vie, c'est ma rue. Et ils constatent que sur la rue où il y a moins de trafic, il y a plus d'interactions sociales. Donc, les gens vont plus prendre de marche dehors. Ils vont s'arrêter, jaser aux voisins qui arrosent ses fleurs. Ils vont promener leurs chiens. Donc, ils vont plus interagir sur la rue. Alors que la rue où il y a beaucoup de trafic, où c'est bruyant, où on ne se sent pas forcément en sécurité, ben, les gens, ils rentrent du travail, se dépêchent à retourner chez eux, mais ne sont pas incités à flâner, ne sont pas incités à jaser avec un ami sur le coin du trottoir ou à s'arrêter, parler à son voisin qui déneige son entrée parce que c'est un peu stérile, c'est pas vraiment agréable. Puis ça, on s'en rend pas compte. Hein, tout ça, c'est des comportements un peu... le mot m'échappe, là, mais on le fait, c'est ça, on le fait pas de manière consciente. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'au final, juste d'avoir une rue plus tranquille,
génère plus d'interactions entre les gens. Absolument. Et le livre commence par repenser la ville et se termine par passer à l'action. Alors, je suis certaine, à Longueuil, on a envie de comprendre par quelles étapes on doit passer. On a déjà pas mal d'idées, on y a réfléchi, mais on aimerait ça savoir comment Laval va s'y prendre pour changer cette norme sociale, puis modifier l'aménagement. Ouais. C'est pas facile. Ben, pour moi, la première étape, c'est d'en parler. En parler pour que les gens y croient. Puis en parler aussi pour que les gens acceptent le changement. Parce que, des fois, on me dit « Ah, les élus, vous n'allez pas assez loin, il faut juste l'imposer, mettons, la réforme environnementale. » Le risque avec ça, si on fait juste l'imposer, c'est le fun. Pendant 3 ans, on règle le problème, mais peut-être que dans 3 ans, il y a un nouvel élu qui va arriver, puis là, il va avoir plein de soins fâchés, puis il va dire « Si vous m'élisez, moi, je vais tout défaire, qu'est-ce que la mairesse Fournier a fait. » Puis là, il va être élu, puis il va tout défaire, qu'est-ce que la mairesse Fournier a fait. Donc, au final, on revient en case départ. Donc, je crois que le vrai changement, c'est le changement que les gens acceptent, endossent et partagent. Donc, pour ça, c'est important que les gens comprennent l'idée, comprennent les solutions, puis veulent l'implanter. Donc, moi, avec le livre, l'idée, c'était surtout de commencer à en parler, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple de la pertinence de la chose. Et donc, moi, à Laval, je veux sensibiliser les citoyens à cette idée-là. Et je veux sensibiliser aussi les promoteurs, ceux qui construisent, que c'est réaliste, que c'est faisable, que c'est pragmatique, qui ont même eux un intérêt financier à la limite de le faire. Donc, j'espère que ça va inciter des constructeurs à proposer des projets dans ce sens-là à la ville. Puis moi, je vais regarder aussi avec la ville, avec les fonctionnaires, qu'est-ce que la ville peut mettre en œuvre pour l'encourager. Puis sinon, je vous dirais, passer à l'action, ben ça passe par être un acteur de changement dans sa communauté. Vous pouvez tous en être un. Catherine en est une actrice, Oui. une actrice de changement très positive. Puis je pense que vous avez tous ce pouvoir-là de jouer un rôle. Puis probablement que plusieurs d'entre vous l'êtes déjà à différentes échelles. Des fois, ça peut être juste au niveau de sa famille, au niveau de ses amis. Ça peut être par des implications dans la communauté. Mais vous avez tout ce pouvoir-là d'influencer les gens, ce pouvoir-là de prendre action. Fait que gênez-vous pas à le faire. Faites comme Catherine, puis comme c'est fait. essayez de... Non, mais sans blague, si je peux ajouter là-dessus, c'est que oui, on a tous le pouvoir d'agir, puis on est à une époque où les défis sont tellement grands que des fois, ça donne un peu le vertige, puis ça peut même provoquer de l'anxiété. On entend... Puis probablement que certains d'entre vous le sentez même au quotidien, l'éco-anxiété, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Les défis sont tellement énormes, puis on se sent tellement petit par rapport à l'ampleur des défis. Mais je vous dirais que je pense que c'est le meilleur outil comme citoyenne, comme citoyen dont on peut se doter. Le fait de s'engager, puis ça peut être à différentes échelles. Stéphane et moi, on est en politique active, mais il y a d'autres façons aussi d'être des acteurs et actrices de changement, puis ça aide à avoir le dessus sur cette anxiété-là que parfois on peut ressentir par rapport aux défis qui sont les nôtres à notre époque. Voilà. Absolument. Quelque chose d'autre à ajouter, Stéphane, avant qu'on passe à la période de questions? Il y aurait tellement à dire, mais lisez le livre, j'imagine. Si vous avez des questions, vous m'écrirez. Ça se lit super bien. Oui. Puis 3 personnes auront la chance de le remporter suite à un tirage. Alors, on va passer à une période de questions. Je pense que beaucoup de choses ont été évoquées. Puis si vous voulez avoir certaines précisions ou qu'on évoque d'autres éléments, ne vous gênez pas. Il y a 2 micros. Vous pouvez vous avancer. Vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui, alors on est très contents. Oh, c'est bon, on casse la glace. Parfait. Premièrement, bravo pour votre projet. Là. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis c'est vraiment innovateur. Puis je suis arrivée ici, puis j'y croyais pas. J'étais comme, voyons, ils vont nous dire quoi. Puis, finalement, c'est super intéressant, puis vous m'avez complètement convaincue. Fait que je suis d'accord avec vous. J'ai 2 questions. Premièrement, vous avez sûrement entendu parler du projet en Arabie Saoudite de Line, le mur. Je me demandais si ça avait été une inspiration pour vous ou si vous aviez déjà cette idée-là en tête avant que ça commence, puisque les travaux d'excavation ont seulement commencé en 2022. Donc, je me demandais. Ouais. Bonne question. Pour ceux et celles qui ne savent pas, The Line, c'est un projet en Arabie Saoudite où est-ce que c'est une grande ligne droite, puis ça se veut comme une ville moderne au milieu du désert à faible impact.
Écoute, l'Arabie Saoudite a beaucoup de cash, beaucoup plus que le Canada, donc ils peuvent se permettre de construire des choses comme ça. Je pense que l'avenir va nous dire si ça fonctionne ou pas. Je crois que le gros défi, c'est de faire une ville à partir de rien au milieu du désert. Une ville, je le disais tantôt, c'est un milieu de vie. Donc, d'habitude, ça se construit de manière relativement organique. Au gré de l'histoire, au gré des générations, ça change dans le temps, ça l'évolue. Donc, est-ce qu'on peut convaincre 1 million de personnes d'aller vivre à des centaines de kilomètres de là où ils sont en ce moment pour construire une toute nouvelle ville à partir de rien? Je sais pas, j'ai hâte de voir. Ouais. Mais tu sais, je pense que le problème, c'est peut-être pas tant le concept en tant que tel, mais c'est l'idée de comment tu vas attirer tous les résidents vers cette nouvelle ville-là qui est tellement éloignée du reste. Mais je salue quand même l'audace de vouloir réimaginer comment développer une ville. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que je pense qui est plus sécuritaire, safe un peu dans votre projet, que c'est ça, les villes sont comme déjà là. Fait, ça va être de rebâtir, tandis que là, c'est complètement à l'opposé, mais c'est juste qu'il n'y a pas de voiture. Ça, c'est similaire par contre. En même temps, c'est un autre défi parce que quand tu y penses, c'est comme plus facile de développer un nouveau quartier avec les normes d'aujourd'hui dans un endroit où on est capable de partir de zéro. Au plan technique, c'est plus compliqué là, quand tu regardes des quartiers résidentiels à Laval, à Longueuil, qu'il y a déjà des maisons. OK, ben là, si tu veux densifier le territoire, mais pas en même temps mettre des tours dans des quartiers où c'est des maisons, OK, là, est-ce que c'est d'ajouter des habitations entre les maisons qui existent déjà? Là, c'est vraiment plus compliqué. Après ça, il y a une rue. Est-ce que tu enlèves la rue pour mettre des arbres? Mais c'est des travaux qui sont très différents de si tu pars à neuf. Oui, il y a une facilité de partir d'une page blanche. Ça, c'est sûr. Ça, c'est l'avantage. Mais en même temps, c'est pas ça. C'est pas nécessairement vers là qu'on veut aller parce que on entend souvent, puis Stéphane en parle dans son livre aussi, du concept de l'étalement urbain. C'est d'aller comme développer toujours plus loin, puis développer les boisés, notamment les terres agricoles dans certains cas pour faire des nouveaux quartiers pour répondre aux besoins de la population. Nous, vous l'avez peut-être aussi entendu souvent, ce mot-là, dans les derniers mois, la densification. C'est de prendre un territoire qui existe déjà puis juste d'augmenter le nombre de gens qui vivent sur ce territoire-là avec différents types, notamment de quartiers d'habitation. Dans une logique environnementale, c'est plus vers là qu'il faut tendre puis protéger les milieux naturels qui restent sur notre territoire. C'est sûr qu'en Arabie Saoudite, c'est un désert, c'est très différent. Mais disons qu'ils ont d'autres enjeux aussi environnementaux parce que l'argent dont parle Stéphane vient quand même de l'exploitation du pétrole. Ça, c'est une autre histoire. En termes de droits humains non plus, c'est pas un exemple à recommander. Non, c'est ça. C'est différents types de défis, mais je comprends les différences. Puis c'est ma dernière question. Là, je vais un peu à l'inverse de ce qu'on a dit aujourd'hui, mais sur c'est plus pour la mairesse. Sur la rue Gentilly, en avant du stationnement du cégep, c'est un stop. Et il y a vraiment beaucoup de piétons qui ont failli se faire écraser. Le matin, à 8 heures, tout le monde essaye justement de rentrer dans ce stationnement-là. Puis, vous avez dit qu'il y a beaucoup de stationnements inutilisés, mais lui, de cégep Édouard-Montpetit est assez plein. Puis là, ça fait que justement, il y a beaucoup de trafic sur cette rue-là, ce qui je vois les personnes qui essaient de sortir de leur entrée sur cette rue-là, ils ont pas l'air super contents. Puis je me demandais, là, je sais que c'est quand même un projet, là, mais si mettre des lumières à cet endroit-là, ça pourrait peut-être être pratique pour justement protéger nos piétons, mais aussi d'une certaine façon les automobilistes, parce que ça m'est arrivé souvent de faillir prendre un accident à cet endroit-là parce qu'il y a quand même 4 stop, fait que tout le monde arrive d'endroits différents, il y a une sortie de stationnement, fait que, en tout cas, il y a Non, mais t'as totalement raison, là. Moi-même, pour passer souvent ici, je le constate de mes propres yeux. Il y a beaucoup d'enjeux de circulation. Il y a une certaine époque, il y avait des radars photos pour les traverses piétonnes. Je pense qu'il y avait été une expérience intéressante. On est en discussion avec le gouvernement du Québec aussi à cet égard-là, mais on travaille ensemble, la ville et la direction du cégep pour trouver des solutions. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de projets au cégep avec le nouveau pavillon de la santé qui va venir s'installer. On réfléchit à des espaces publics potentiels, donc ça va amener à revoir la circulation dans le secteur, mais c'est clair que la sécurité ici, c'est problématique. Il va falloir le revoir. OK, parfait. Merci de votre Merci à toi. Oui, bonjour. Donc, j'ai 3 groupes avec moi aujourd'hui, professeur de géo avec ma chère collègue Louise. En fait, j'ai comme une question à poser à vous autres.
En fait, parce qu'on s'entend là, majoritairement, vous venez des quartiers avec la voiture, on est en banlieue, on doit se déplacer avec une voiture. Vous êtes probablement dans l'âge où ce que vous allez avoir votre permis bientôt, ou vous l'avez déjà, vous criez liberté, vous pesez sur le gaz. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Des quartiers sans voiture? Est-ce que c'est là que vous criez que vous... Je veux dire, est-ce que ça va juste pour la génération des plus vieux ou est-ce que ça résonne un peu dans vous autres qu'est-ce qu'il dit ou c'est j'ai un peu goût de savoir qu'est-ce que vous en pensez, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de venir parler au micro, mais comme peut-être juste signe. Mais c'est parce que ça change tellement des habitudes. Justement, moi aussi, là, puis Stéphane, j'en suis sûre également, on a grandi dans des quartiers qui sont le classique de la banlieue, la grande rue, la voiture, même plusieurs voitures dans la même entrée. Là. Moi, c'est le cas de ma famille, mais un autre bel exemple, je trouve que Stéphane rapporte dans son livre, c'est que quand on part en voyage, il y en a peut-être certains d'entre vous qui êtes déjà allés en Europe, en Amérique latine. Qu'est-ce qui est le fun de faire quand t'es en voyage? C'est de se promener dans des quartiers, puis c'est pas les quartiers avec des grosses maisons, des grosses rues que tu prends ton auto qui est le fun. Tu sais, c'est quand tu peux marcher, quand tu peux découvrir, quand t'as plein de petits commerces, fait que ça, je pense que ça donne un bel exemple que peut-être que c'est pas la première chose à laquelle on pense que c'est un quartier qui nous intéresse, mais dans le fond, quand on va en tant que touriste, c'est dans ces quartiers-là qu'on aime passer du temps parce que puis c'est ça qui nous sort un peu de notre quotidien, puis c'est là qu'on voit que puis là, tu te dis, je pourrais vivre moi aussi dans ce quartier-là. Je pourrais avoir une qualité de vie qui soit similaire si on pensait les quartiers différemment. Puis même ici, c'est où qu'il est le fun de sortir dans le Vieux-Longueuil, dans le Vieux-Montréal, sur Sainte-Catherine ou dans une rue à Greenfield Park. Ça, c'est... Churchill. OK, merci. Mais ça vous parle ou pas? La question était posée. En tout cas, je vois quelqu'un qui fait oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui ça chante, cette idée-là de quartier sans voiture? Ça serait le fun qu'il y ait quelqu'un qui vient au micro, peut-être quelqu'un qui est encore, tu sais, là, on a eu une intervention qui disait qu'elle était maintenant convaincue, quelqu'un d'encore sceptique, là, qui pourrait venir au micro nous dire, parfait, good. Bonjour à vous deux pour commencer. C'était une question plus au niveau peut-être un peu plus politique. La première étape, vous avez dit, serait de sensibiliser les gens, leur parler, tout ça. Je m'en laisse à la deuxième étape, vu que c'est des changements, on s'entend, assez gros dans le cas d'un nouveau développement d'un nouveau quartier ou bien littéralement révolutionnaire quand on veut redévelopper un ancien quartier. Est-ce que la prochaine étape, ce serait de faire un débat ou bien une question peut-être référendaire à un certain quartier? Parce que même si vos élections sont là, c'est pas nécessairement la majorité. On peut penser, il y a eu plusieurs élections du Parti québécois puis on est toujours dans le Canada. Donc, je voulais vous poser la question si la prochaine étape serait peut-être un débat avec les gens justement qui sont peut-être sceptiques ou bien qui veulent tout simplement pas. Moi, j'ai envie d'y aller en montrant l'exemple. Donc, tu sais, des fois, les gouvernements, on adopte des lois pour changer les choses, mais une loi, ça s'applique à tout le monde, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Puis je pense que c'est là que c'est difficile d'accepter le changement. Je préférerais qu'on construise 1, 2, 3 quartiers sans voiture à des endroits que c'est approprié. Puis ceux qui trouvent ça intéressant, ils emménageront. Puis comme ça, on va voir ça ressemble à quoi un quartier sans voiture. On va voir comment on se sent là-dedans. Puis que ça se reproduise après ça si c'est une réussite. Mais tu sais, ce que je veux pas, moi, c'est de prendre un quartier existant puis de dire aux gens, bon, on ferme puis on démolit votre rue puis là, votre voiture, vous le parquez plus loin. Tu sais, ça, je pense que les gens vont se braquer puis ils voudront pas, puis avec raison, parce qu'on viendrait vraiment bousculer leur quotidien. Je préfère juste, au moment où on aura construit de nouveaux quartiers, de faire différemment puis inspirer les gens par cet exemple-là, en espérant que les gens aiment ça, puis qu'on reproduise par la suite à plusieurs occasions d'autres quartiers similaires. Ce serait donc de commencer avec des nouveaux quartiers, puis après ça, peut-être poser la question du redéveloppement. C'est ça. Un peu à la manière des projets pilotes faits à New York par Bloomberg puis Janet Sadiq-Khan avec la piétonisation de Times Square. Donc, on essaie, puis on voit si ça fonctionne. C'est souvent la meilleure façon pour gérer le changement, comme on dit, de le montrer. Puis avec ceux qui veulent
qui veulent l'expérimenter. Puis après, ben quand tu y goûtes, ben t'as le goût. Puis il y a de plus en plus de gens. Tu sais, là, je vais donner juste l'exemple de la piétonnisation de certaines rues. Tu sais, ça a commencé à Montréal. Bon, l'avenue du Mont-Royal. Après, il y a eu Sainte-Catherine. Tu sais, là, ils en ont ajouté à chaque année. Puis après, il y a d'autres villes qui ont dit, ben nous autres, si on pourrait rendre notre rue piétonne, notre rue principale piétonne l'été. Nous, cette année, on l'a fait à Longueuil avec la rue Saint-Charles-Ouest, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Puis là, ben les citoyens voient ça, puis ils vont en profiter ailleurs pour dire, ben nous autres, si on veut ça dans notre ville. Fait que c'est petit à petit. Puis je pense que c'est la meilleure façon de susciter l'adhésion, parce que si on est très confrontationnel, puis c'est pas du tout ça d'ailleurs que Stéphane propose dans son livre, parce que c'est de dire, c'est pas on bannit les autos, c'est de dire, ben on va peut-être les mettre à l'extérieur du quartier, mais que tu peux quand même l'utiliser pour des longues distances. Donc c'est dans une approche qui va pas complètement défaire les habitudes, juste encore une fois de donner le choix. Parce que de toute façon, même si on voulait demain matin là, rendre tous nos quartiers sans voiture, on serait pas capable. Non, c'est sûr, on a encore un petit chemin à faire. Mais bonne chance à vos projets, à vous deux. Ouais. Merci. Merci. On me dit, Stéphane, je pense que tu as peu de temps encore. Je sais pas trop, là. Il va falloir que j'y aille bientôt. Oui, mais je peux d'accord. prendre encore la dernière question. Oui. On a deux dernières questions. Est-ce que c'est Ok, possible? oui. D'accord. Oui, dans le fond, moi aussi, je trouve que c'est une super idée, mais ma seule inquiétude que j'avais, dans le fond, avec un quartier sans auto, c'est nos systèmes d'urgence. Comment ils se rendent aux maisons? L'ambulance, comment elle va se rentrer si quelqu'un fait un arrêt cardiaque? Tu sais, Pas c'est une question. Stéphane, il en parle dans le livre. Il en Je te parle. laisse. C'est une excellente question, puis on me la pose souvent. Fantastique. Puis la solution est quand même simple. C'est juste que plutôt que d'avoir des rues, tu sais, une rue aujourd'hui, ça fait comme 12 mètres de large. Un camion, ça fait 2 mètres et demi de large. Donc, plutôt que d'avoir des rues, ce quartier-là aurait des allées piétonnes. Faut juste que les allées piétonnes soient suffisamment larges et solides pour pouvoir accueillir un camion d'urgence. Puis à partir de là, il y aurait pas dans... Puis je te donne un exemple, mettre 2 trottoirs côte à côte, c'est assez large pour accueillir un véhicule d'urgence. Donc l'idée, c'est juste ça serait des allées piétonnes qui pourraient accueillir un véhicule d'urgence sur le site. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs la même chose pour les livraisons. Tu sais, quand on parle de commerce, des fois, il y a besoin d'avoir de la livraison. Donc, c'est un peu le même principe. La livraison, la collecte des déchets, tout ça. Il y a plusieurs exemples de villes, notamment en Suède, également en Allemagne, plusieurs exemples de villes où il n'y a aucun problème pour les véhicules C'est ça. Puis, tu d'urgence. sais, on n'aura jamais des quartiers avec aucune circulation véhiculaire parce qu'il y a toujours des besoins de livraison, camions durs, véhicules d'urgence. L'idée, mais tu sais, certains quartiers en Europe, ce qu'ils font, c'est que les véhicules, par exemple, de livraison ou de déménagement sont permis le matin entre 9h et 11h. Puis le reste de la journée, ben c'est piéton. C'est ce qu'on fait sur les rues piétonnes, d'ailleurs, dans les villes. Exactement. C'est ça. Mais merci d'avoir posé la question parce que c'est une très, très bonne question. Il faut pas oublier cet élément-là. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a notre personne sceptique? Oui, mais dans le fond, c'est pas sceptique à propos de votre projet, c'est plus mon milieu de vie personnel que je vois un peu mal adapté à ça. Dans le fond, moi, je viens de Chambly. Puis à Chambly, il y a comme un Dollarama, une école secondaire, quelques petites écoles primaires. Puis c'est pas mal ça. Puis dans le fond, moi, j'étudie à l'école ici, je travaille à la ville de Longueuil. C'est pas mal tout le reste de ma vie à part habiter et à Longueuil ou dans d'autres quartiers comme ça. Puis, c'est que ça, à Chambly, c'est des maisons unifamiliales avec des grosses rues comme on le disait, parce que dans le fond, si je prends l'exemple de mes parents, ben mes parents, eux, ils m'ont toujours dit, nous, c'est comme ça qu'on voit la réussite, avoir notre maison, avoir notre espace, être plus reculé dans des villes. Fait que moi, je me demande plus comment, tu sais, c'est comme une norme sociale de comme avoir sa maison puis son espace. Puis comment on peut adapter ça à des gens comme moi qui se retrouvent, qui ont besoin d'aller dans d'autres villes, faire d'autres choses. Oui, ben, tu as raison. C'est vrai que c'est une norme sociale, puis c'est vrai que si on crée de nouveaux quartiers, ça va pas intéresser tout le monde. Puis c'est correct comme ça aussi. Il y a des gens qui vont dire non, moi je veux ma maison avec ma voiture. Mais quelque chose qui est intéressant que tu mentionnais, qu'il y a peut-être pas beaucoup de choses près de chez toi à part un Dollarama. Il y a une question de densité. Des fois, moi, je rencontre des citoyens, puis dans les conversations publiques, ils disent hey, moi, j'aimerais ça avoir un bar proche de chez moi, j'aimerais ça avoir un restaurant, j'aimerais ça avoir une épicerie. Puis il n'y en a pas. Parce que souvent, les quartiers de maisons unifamiliales, c'est très peu dense. Donc, il n'y a pas beaucoup de population sur un très grand territoire. Puis si moi, je suis un boulanger, ou admettons que Catherine puis moi, on veut se partir un bar ou un restaurant,
Est-ce que tu l'installes dans le quartier où il y a 10 000 habitants dans un rayon d'1 kilomètre ou tu l'installes dans un quartier de maison familiale où il y a 100 personnes dans un rayon d'1 kilomètre? Tu vas aller là où il y a le plus de clients potentiels. Donc, si on construit des quartiers différemment, pour qu'il y ait, puis c'est l'idée du quartier sans voiture, c'est un quartier qui est forcément plus dense aussi, parce qu'il est plus compact. Mais c'est d'avoir le bassin de population, donc de clients suffisant pour que ce soit intéressant d'avoir des commerces de proximité. Donc, c'est sûr que, fait que déjà là, tu aurais proche de chez toi beaucoup plus de services, beaucoup plus de choses à faire. Mm-hmm. Mais ça n'empêche pas que si tu travailles à la ville de Longueuil, que ça se peut très bien que tu es à la sortie du quartier, travailler à la ville, puis c'est correct aussi. Là. C'est ça, c'est dans le fond, puis il y a une image dans le livre, vous pourrez aussi, si vous le gagnez pas, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque ici, mais c'est vraiment de connecter les quartiers. Fait que oui, tu peux avoir besoin de prendre ta voiture pour aller dans un autre quartier ou une autre ville, que ce soit la voiture ou le transport collectif, mais c'est le quartier en soi où là, il y aurait tous les services que tu as besoin, les services de base, effectivement, des commerces de proximité, mais aussi, on parlait tantôt d'écoles, de garderie, donc les déplacements que tu as à faire au quotidien. Puis après, si tu as besoin de sortir pour le travail, c'est tout à fait possible de le faire. Puis tu sais, je t'entendais dire, tes parents, mettons, ils veulent avoir leur cours, leur espace privé. Ça aussi, c'est très ancré là, dans notre culture de dire, quand tu as réussi, il faut que tu ailles ton espace. Puis souvent, on entend, puis en tout cas, moi, c'était comme ça, je pense, pour mes parents, tu veux que ça soit un lieu sécuritaire pour que tes enfants puissent jouer dehors aussi. Dans l'idée des quartiers sans voiture, en éliminant un peu tantôt on en a parlé, de la sécurité routière, en éliminant ce danger-là, c'est beaucoup plus simple de partager les espaces. Puis il y a une image qui est citée dans le livre de Stéphane, c'est que je pense que c'est en Chine, il disait que dans une ville, il voulait construire une ville dans un parc plutôt qu'un parc dans une ville. Mm-hmm. Mais je pense que c'est un peu ça qu'on peut s'imaginer. Je trouve que c'est une belle image. Donc, tu sais, quand tu sors de chez toi, c'est un parc. C'est un lieu où tes enfants vont être en sécurité. Puis là, tu viens répondre à ce besoin-là des gens aussi. Absolument. On va devoir, on va procéder au tirage. Puis je sais pas si tu vas avoir le temps de dédicacer certaines choses où tu dois partir rapidement. Mais je voudrais remercier juste avant que le tirage se fasse, remercier nos deux invités, fort audacieux et intéressants.